je peux dire là que Dieu là, he got this. Oh, he got this. Puis, je veux savoir, Garland, parce que quelque chose est sûr, c'est que je regarde tout ça, mais nous, on n'a jamais vu ça. Écoute, tu n'as jamais bronché dans tout. Parce que moi, en tant que coach stylistique, tu sais, je regarde les gens, je vois tout de suite hein, quand quelque chose ne va pas. Moi, j'observe, les gens ne se rendent pas compte que le style, automatiquement, que tu vis par une situation, là, une des premières choses qui va être affectée, c'est ton style. Absolument. Parce que s'habiller déjà, c'est un effort. Oui. OK? Et Dieu nous a habillés d'une peau. OK? Oui. Parce que dans le Jardin d'Éden, si on regarde bien la Bible, il dit qu'il a couvert Adam et Ève d'une peau. OK? Alors, maintenant, l'effort de s'habiller, de se cacher, OK? Ça devient pénible, surtout quand on vit quelque chose, ça ne nous tente pas de prendre soin de soi. Parce que s'habiller, le style, c'est une forme de louange. Absolument. OK? Mais on n'a jamais vu ça. OK? Wow. Moi, là, on n'a jamais pensé à ça. Comment ton style avait été impacté ou bien affecté dans cette période d'attente-là? Parce que on se dit, hein, moi, je dis, Garland n'a jamais bronché dans son style, là, toujours aussi classe, bien mise. Wow. Mais on aurait pu voir que, oh, il y a quelque chose là, elle s'est salée, tu sais. Non, dis-moi, comment tu as vu ça, toi? C'est une super bonne question. J'ai cette conviction que qu'est-ce qu'on reflète à l'extérieur doit être le reflet de notre bien-être intérieur. J'étais en paix, j'étais confiante, Wow. j'avais cette assurance que Dieu avait mon bac. Donc, pour moi, au-delà du fait que, oui, j'aime m'habiller, mais je crois que porter 2-3 morceaux de vêtements, peu importe ce que c'est ton assurance qui fait en sorte que ça sort comme ça sort, puis que les gens qui vont de l'extérieur vont être comme, j'aime qu'est-ce qu'elle porte, mais elle porte l'assurance. Moi, c'était ça, c'est que je porte l'assurance. Je portais la confiance, puis je portais surtout la paix intérieure que j'avais dans mon cœur. Puis, dis-moi, selon toi, comment ton parcours stylistique, est-ce qu'il a évolué? Parce que moi, je vois Garland avant, je vois l'évolution de ton parcours stylistique, qui est tout aussi beau. Mais c'est toujours la Garland. Il n'y a pas de... Comment je fais? Moi, j'appelle ça toujours, les gens qu'on voit un peu, j'appelle ça la bipolarité stylistique, là, où les gens vivent des crises où aujourd'hui, ils ont tel style, demain, ils en ont un autre. Mais toi, comment ça a évolué? Quel impact que ton style a eu, ta vie a eu sur ton style, en d'autres mots? Ben, je te dirais qu'au travers des épreuves, autant que ça forgeait ma foi, autant que mon assurance se forgeait aussi. Puis, je pense même sans m'en rendre compte, ben, ça se reflétait dans qu'est-ce que je portais. Ça se reflétait dans qu'est-ce que je portais, où est-ce que plus les années ont avancé, plus pour moi, m'assurer de toujours maintenir une certaine élégance, selon ma définition du moins, parce que ça change d'une personne à l'autre, mais selon mon standard à moi, puis m'assurer que le message qui est dégagé au travers de qu'est-ce que je porte soit toujours le même et reflète encore une fois toujours cette confiance qui est bâtie. Je pense que ça m'a guidée au travers de mes choix, mais aussi au travers beaucoup de mes valeurs et de mes convictions. Qu'est-ce que je porte, comment je le porte, c'est le reflet de... pour moi, ça doit être le reflet de qu'est-ce que je crois, qu'est-ce qui est important pour moi comme valeur, puis mon bien-être, mon bien-être. Et il faut que je mentionne que je viens d'une famille où est-ce que les femmes, puis là, je pense beaucoup à ma mère parce qu'on est 3 filles, donc 3 filles, puis j'ai un frère. Ma mère nous a toujours inculqué que qu'est-ce que tu dégages à l'extérieur, qu'est-ce que tu portes, ne devrait jamais refléter ce que tu vis. Elle me disait tout le temps, c'est pas pour dire que tu dois jouer un double jeu, mais parce qu'elle m'a dit que quand tu fais l'effort, tu as mentionné tout à l'heure, de t'habiller puis de te présenter d'une certaine façon, tu t'aides à aller mieux aussi. Tu t'aides à te sentir mieux parce que tu prends soin de toi. Absolument. Tu prends soin de toi. Moi, c'est ce que ma mère nous a toujours inculqué. You would never tell, tu sais, qu'elle vivait un moment difficile. Ceux qui connaissent ma mère, là, ah oui, ça, vous pouvez la voir à l'épicerie, qu'est-ce que vous allez voir, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas des moments difficiles. Ça veut juste dire que tu as décidé de ne pas dire au monde entier que je suis abattue et que ça m'a juste tellement abattue que maintenant, je ne peux même pas comme, prendre soin de moi. Ça n'a jamais été ça, ça ne sera jamais ça. Puis moi, ce que je voulais voir aussi, parce que tu sais, on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, des jeunes filles et tout ça. Je voulais savoir, toi, comment
comment tu as pu faire en sorte de garder ton identité en Christ et mais en fait, de connecter ton style, parce que tu parles de ça, ton style avec tes valeurs en Christ, Oui. OK? Et aussi tes valeurs personnelles. Parce Oui. que il y a valeur en Christ, définitivement, c'est ce qui surpasse le tout. Oui. Mais cette valeur en Christ-là nous donne des valeurs personnelles qui sont à l'encontre de la société. Donc, comment tu fais pour refléter ça? Tu sais, tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui te vient à l'idée? C'est une très bonne question. Surtout que le style, c'est particulier hein, d'une personne à l'autre. Puis, tu sais, tu as parlé de la chrétienté, mais chrétien, pas chrétien, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mes valeurs dictent mes choix de vêtements. Admettons, pour moi, le fait de ne pas exposer certaines choses, certaines parties plus intimes, c'est important pour moi, mais ça va dicter, tu sais, le choix de, tu sais, prendre une chemise qui n'est pas trop décolletée, peut-être une jupe qui ne va pas être trop courte. Par contre, on a longtemps associé ça, si on mettait ça dans un aspect de chrétienté, au fait qu'on ne pouvait pas avoir de style. Moi, j'adore la mode. J'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore comme sortir puis me dire comme I look good, right? Comme dans ma tête. Mais écoute, ça se reflète très bien là qu'on te voit là. Mais donc j'adore m'habiller, mais ça doit refléter une réserve parce que pour moi la réserve est importante. A self-respect, tu sais, un respect de moi-même, parce que si j'expose un petit peu plus, ben aussi j'expose quelque chose qui est réservé peut-être à mon mari, qui m'est réservé à moi, je l'expose aux gens, et ça diminue pour moi dans qu'est-ce qui est de la définition de l'élégance. Donc ça dicte mes choix, mais c'est rattaché fondamentalement à mes valeurs. Absolument, absolument. Puis j'aime ça parce que si on fait une corrélation entre le style, OK, et ta situation, maintenant on parle aussi de bien-être mental, mais quand on te voit, on voit que tu te sens bien, on voit que, tu sais, il y a un bien-être, mais au courant, durant tout ton parcours, on a vu ça, c'est pas ça, Rachel? Tu sais, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Bien sûr. Au niveau, tu sais, du bien-être mental, là, tu sais. C'est ça. Ben, écoute, premièrement, Guerlaine, je prends le temps de te remercier, de te souligner, de prendre avec courage à deux mains de partager ton parcours. C'est vraiment un parcours, tu sais, j'ai été vraiment attentive, vraiment une écoute active par rapport à ton témoignage et je dois prendre le temps de te souligner. Vraiment, ça demande vraiment du courage. Du courage et c'est là qu'on voit l'importance de persévérer à travers les épreuves. C'est ce qui te permet de t'asseoir aujourd'hui, de nous partager ça. Donc, je voulais prendre le temps de te souligner par rapport à ça. Merci. Ton témoignage est wow! Ça booste ma foi, honnêtement. Ça nous rappelle qu'on sert un Dieu de miracles. Absolument. Ça nous rappelle que Dieu a son plan. Dieu a son plan. Il faut chercher sa face, sa volonté. Donc, c'est quand même 8 ans. 8 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En 8 ans, il peut y avoir des séparations, des divorces. Il peut y avoir tellement de choses qui se passent, mais je sens que l'aspect spirituel, c'est un aspect qui a beaucoup touché votre couple, qui vous a permis de rester unis vers la promesse que Dieu vous a donnée. Absolument. OK? Mais maintenant, plus au niveau de l'aspect de la santé mentale, moi, la question que j'ai pour toi et même pour ton couple, c'est comment vous avez fait pour prendre... Qu'est-ce que vous avez mis en place plutôt pour prendre soin de votre santé mentale à travers ces 8 ans-là? C'est plus précisément, tu peux nommer des actions concrètes, puis je pèse sur le mot action concrète parce que les gens ont besoin d'entendre ça. Absolument. Les gens vivent des situations difficiles et ils ont besoin d'avoir des exemples, des modèles de foi, de persévérance. Quand je vis une situation, c'est quoi les actions concrètes que je dois mettre en place pour prendre soin de ma santé mentale et la santé mentale du couple également? Absolument. C'est une super bonne question et puis je pense que c'est très fondamental quand on vit quelque chose aussi difficile qu'un parcours d'infertilité. Mardoché et moi, la première chose, c'est la transparence l'un envers l'autre. La transparence vis-à-vis comment qu'on se sentait, comment qu'on percevait la situation, comment que on percevait la possibilité que peut-être les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Puis l'opportunité d'être un safe space l'un pour l'autre. Parce que autant, tout à l'heure, je vous ai mentionné que c'est pas comme ça qu'on courait dans les rues pour dire « Oh, on a des problèmes de fertilité ». Ceux qui savaient, mais c'était un cercle très petit. Puis ça, c'était en dépit de toutes les choses que les gens pouvaient nous dire. Vous savez, OK, on avance en âge. Ah, ben, comment ça se fait, vous n'avez pas d'enfant? On ne devait pas cette justification aux gens. Des fois, on le mentionnait, mais des fois, on était comme
Et ce qui est vrai, on attend le Seigneur. C'est- Et puis c'est c'est ça. tout. C'est C'est vrai, ça. On mais c'est attend le vrai. Seigneur, oui, absolument. On attend le Seigneur, mais d'avoir la possibilité d'avoir cet espace-là ou d'être un espace l'un pour l'autre où est-ce que on peut parler librement de ce qu'on ressent, nos craintes et tout. Ça a été ça le support qu'on a pu s'apporter l'un vers l'autre. Ça a été ça le support et on avait toujours une devise. Puis c'est une chose que mon mari répète souvent, encore aujourd'hui dans plein d'autres aspects. Il me dit tout le temps, moi, je dois te protéger Wow. vers tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur, Alentour. puis toi, tu dois me protéger. Donc ça faisait en sorte que notre cocon, Absolument. à lui, il était protégé. Il était protégé. Donc, cet espace-là de liberté, de transparence, de sincérité l'un pour l'autre a été la première clé et le premier conseil que j'aurais pu donner à n'importe quel couple qui doit vivre ce type de situation-là ou d'autres situations, mais c'est Ouais. aussi difficile. Là. Difficile. Ouais. Absolument. Wow, wow. Mais c'est super d'entendre ça parce que effectivement, ce safe space-là, cette communication, cette chimie, puis de vouloir se protéger l'un et l'autre Oui. avec amour et transparence, c'est vraiment important. Puis effectivement, c'est des bonnes actions qui Oui. vous ont protégé et qui ont Oui. maintenu une santé mentale que oui, par moments, ça a été affecté, mais wow, c'est super. Puis une autre question que j'ai pour toi. Tu sais, en tant que femme, professionnelle, future maman, si on se remet dans le passé et tout, quand tu as eu le diagnostic d'infertilité, comment ça a affecté ton estime de soi? Comment tu as vécu ça en tant que, tu sais, en tant qu'épouse et en tant que future épouse, en tant que future mère, excuse-moi. C'est intéressant. C'est intéressant comme question parce que, vous savez, au début de mon témoignage, je vous ai dit qu'avant le mariage, moi, j'avais déjà été diagnostiquée. On m'avait déjà préparé à l'idée que l'une des conséquences majeures de la maladie, c'est l'infertilité. Donc, techniquement, ça n'aurait pas dû venir comme une surprise. Vous voyez, quand j'ai lu pour la première fois sur un rapport, parce que j'avais accès à mon dossier médical, infertilité ou infertile, ça a comme été un reality check. Oui, J'ai fait comme, oh, OK, là, c'est pas juste, tu pourrais avoir la possibilité d'avoir, C'est ça. comme, C'est moi. tu pourrais avoir des C'est difficultés ça. pour enfanter. C'est ça. Là, c'était que, pour les médecins, tu es infertile. Wow. Tu peux pas concevoir ça. naturellement. Ça a été un choc. Ça a été un choc. J'ai fait comme, oh, OK, j'avais pas réalisé peut-être l'ampleur de la chose, mais j'ai refusé que ça me définisse. Oh, wow. J'ai refusé que ça me définisse. Puis j'ai considéré que c'était encore une possibilité, que ça n'arrive pas naturellement, mais que c'était encore possible. Si Dieu voulait le faire, il allait le faire. Donc ça ne me définissait pas. C'était pas, je m'appelle Garland, je suis infertile. Et c'est aussi pour ça que c'est pas quelque chose que j'étais prompte à parler directement, pas parce que j'avais honte, C'est ça. mais parce que je considérais que c'était pas quelque chose qui devait faire partie des éléments à mentionner lorsque je devais me présenter ou me C'est parler ça. de moi, ou parler même dans une façon un petit peu plus intime. Si le besoin n'était pas, c'est correct, je suis dans un parcours, je vais avoir un enfant. Je suis dans un Et c'est pour ça, souvent, je redéfinis, on parle souvent de parcours d'infertilité. Moi, j'aime beaucoup dire parcours vers la fertilité. Wow, j'aime ça. Vers la fertilité. Donc, à cause de cette prise de position-là, Rachel, ça n'a pas affecté mon estime de moi-même. Ouais, je comprends. Ben oui. Ça n'a pas affecté mon estime de moi-même. C'est ça. Parce que tu l'as refusé dès le début. Je l'ai refusé. Exactement. J'ai refusé. Refusé. Puis, je reviens dans ton témoignage que tu as partagé. Il y a un moment que tu disais que vous en avez parlé à plus de personnes pour avoir du soutien. C'est un aspect que tu n'as pas mentionné dans... Oui. Ça, c'est un aspect que j'aimerais que tu puisses développer parce que c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Oui, C'est que quand les personnes vivent des situations, il ne faut pas s'isoler. absolument. Il faut demander de l'aide, il faut en parler aux bonnes personnes. Puis ça, c'est un élément clé. Absolument. C'est un élément qui est très important. Sélectionner les bonnes personnes, etc. Donc, juste, si tu pourrais parler par rapport à cette action concrète, Oui, tout à fait. sans nécessairement, peut-être que tu n'as pas été chercher un psychologue ou un thérapeute, c'est correct, mais c'est quand même une action importante. Absolument. Puis c'est un bon point parce que on le sait dans notre communauté ou même dans la société en général, on dit notre communauté, mais en général, parler d'infertilité, c'est tabou. C'est vrai. C'est une réalité, les filles, c'est tabou. Donc, on a par défaut, c'est peut-être
pas nécessairement bien, le réflexe de, justement, pour plein de bonnes raisons, mais aussi pour la mauvaise raison que comme, est-ce que les gens vont nous juger, tu sais? Donc, des fois, on veut pas trop en parler. Moi, je dirais qu'au fil des ans, justement, tu amènes un bon point, ça a comme évolué. OK. Tu sais, par le temps, les quelques années qui ont précédé la venue de Eden, j'en parlais beaucoup plus. J'en ai même déjà, je l'ai même déjà dans un contexte, je pense que c'était une activité de femme, j'ai déjà mentionné la chose de façon très soft, Ouais. mais juste pour dire que comme, hey, tu sais, ça a été important parce que notre réseau de support fait en sorte qu'on se sent épaulé. Et puis, choisir les personnes clés qui vont faire partie de ce réseau-là, c'est aussi s'assurer que c'est des personnes qui veulent notre bien, C'est ça. qui comprennent notre C'est défi ça. et donc qui peuvent, de façon très sincère, prier pour nous. Absolument. Prier pour nous. Donc, c'est pas comme je veux savoir. Beaucoup de ces gens-là, c'est pas des gens que de temps en temps, c'est comme, puis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Puis, tu sais, c'est ça. pas des gens qui vous Donne la étaient pression. soif de savoir. C'est des gens qui étaient juste comme, si vous avez besoin de nous, on est là. Puis, au travers de ce support-là, on a aussi parlé à des gens qui eux-mêmes vivaient la même chose. Puis, on s'est vite rendu compte que ça fait du bien de pouvoir échanger parce que Ça fait du bien. parler de fécondation in vitro lorsque la personne n'a aucune connaissance pas dessus, comprendre. c'est difficile C'est ça. de C'est pouvoir comme se mettre à la place de. On explique, certaines personnes ont un petit peu plus d'ouverture à comprendre, mais c'est difficile. Alors que quand tu t'assois et tu parles avec un autre couple qui soit a vécu les mêmes défis que Oui, toi, c'est ça. ou qui sont dans le même parcours, ça fait du bien. Absolument. Ça allège, puis c'est comme une nouvelle place en dehors de notre safe space, comme je mentionnais tout à l'heure, qu'on avait créé, Mandoship et moi, ben, ça nous donnait l'opportunité peut-être d'un homme avec un homme de relater, à C'est savoir tellement comment important. que eux, Ben oui. c'est ça, ils vivent, Parce puis on que sait, ils parlent pas beaucoup, Exactement, là. mais entre hommes, ils peuvent plus se comprendre. Absolument, absolument. Et puis nous, entre femmes, puis dire, ah ouais, toi, tu es sorti comme ça, puis c'est quoi tes... Et entre nous, des fois, on se donne des clés, des outils. Ah, ben j'ai essayé ça. Ah, ben je sais pas, j'ai essayé l'acupuncture. Ah, ben moi, voici comment j'arrive à me détendre. Ça nous donne l'opportunité de trouver d'autres moyens de pouvoir s'apaiser, puis de pouvoir se sentir mieux au travers de tout ça. Et au travers de ces discussions-là, ça nous a aussi permis de quasiment... pas parrainer, mais chapeauter d'autres couples que peut-être pour eux, c'était un petit peu plus difficile. Et puis, ils nous disaient, vous, comment ça se fait que vous arrivez à le vivre comme ça? Nous, c'est vraiment difficile. Puis là, nous, on pouvait parler de, mais c'était quoi nos façons, c'était quoi nos moyens. Donc, ça aide énormément. C'est bénéfique pour soi, c'est bénéfique pour les autres. Donc, se créer un réseau de personnes de confiance qui vont être capables de vous comprendre, mais aussi de saisir sans que vous ayez besoin de parler trop. Parce que dans ces moments-là, tu ne veux pas comme constamment avoir à parler de ça. Ouais. C'est J'ai ça. besoin, si tu me supportes, Rachel, ben, tu sais que peut-être qu'on vit un moment difficile, you just pray for me. Peut-être appelle-moi, puis tu sais, tout va bien, ou je pense à toi. C'est ce genre de support-là que tu as besoin. Mon Dieu, Garland, écoute, c'est important qu'est-ce que tu dis quand tu parles d'identité, mais quand tu parles d'estime de soi, là. J'aime le fait que tu t'es dit que tu avais arrêté tout de suite, tu sais, ce que le médecin t'avait donné comme diagnostic et tout ça, tu avais arrêté tout ça dans ta tête. Ça, vraiment, c'est fort. Puis, tu sais, je me dis, il y a des femmes qui vivent ça. Tu sais, Rachel, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des femmes qui vivent ça, puis il y a des femmes qui s'approprient l'identité qu'on leur donne là, dès le début. Tu sais. Je voulais entendre ta perspective. Rachel, toi qui es experte en bien-être mental, tu rencontres ces gens-là, c'est quoi les conseils, tu sais, les conseils que tu pourrais donner à ces femmes-là, même peut-être même à des hommes aussi, de façon générale? En fait, à tout le monde, c'est ça, qui vit des grandes situations qui sont lourdes comme ça, qui viennent totalement affecter la santé mentale, santé physique, émotionnelle, etc. Honnêtement, il faut demander de l'aide. Moi, c'est vraiment le plus beau conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est de demander de l'aide. C'est sûr que Guerlain, dans son témoignage, elle mentionnait qu'elle pouvait choisir à qui demander conseil, mais des fois, on n'a pas nécessairement cette possibilité de pouvoir choisir à qui demander de l'aide. Donc, dans ce contexte-là, aller consulter un professionnel tout simplement. Il ne faut pas garder ça tout seul. Il ne faut pas s'isoler. Donc, je mets vraiment l'accent sur demander de l'aide, soit quelqu'un de confiance. Si vous ne l'avez pas dans votre entourage, c'est correct. Consultez un professionnel, soit en CLSC ou en privé ou peu importe,
mais ne restez pas tout seul dans cette souffrance. Et quand on parle de CLSC, pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur du Canada, mais c'est vraiment un milieu où on nous donne des conseils, où on peut avoir accès à plusieurs ressources, entre autres, C'est ça, justement, à des intervenants. Des intervenants. Puis, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil que tu aimerais partager en tant que, tu es spécialiste? Oui, oui, un dernier conseil, je dirais, c'est normal de vivre des situations difficiles. Ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à normaliser les choses. Je l'ai dit tantôt, de ne pas rester tout seul et de comprendre que je vis telle situation, mais maintenant, quelles sont mes avenues pour passer à travers? Il faut vraiment avoir une perspective optimiste dans le sens que oui, je vais telle difficulté, mais j'ai telle force à l'interne, j'ai des forces à l'externe. Quels sont vos facteurs de protection, vos facteurs de risque pour pouvoir passer à travers les épreuves? Donc, c'est vraiment important, encore une fois, de consulter, demander de l'aide, mais tenter de voir quelles sont vos forces internes et externes pour pouvoir persévérer. Puis aussi, respecter votre rythme. C'est important. Des fois, on veut aller tellement rapidement dans le processus de guérison. On veut tellement s'en sortir, témoigner rapidement. Mais si ça doit te prendre 1 an, ça va être 1 an bien investi en toi qui va te permettre de pouvoir évoluer puis de briller par la suite. Voilà. Écoute, merci beaucoup de notre cher coach en bien-être mental. Là. Merci beaucoup, Rachel. C'est fort. Puis j'ai aimé ce que tu as dit quand tu disais que, écoute, de normaliser que oui, il y a des situations qui vont arriver. On est humain, hein? Absolument. Il va y avoir des situations. Les gens, des fois, ils pensent que oui, ça va, pourquoi ça m'arrive, mais c'est ça qui nous forge. Chrétien ou pas. C'est ça, chrétien ou pas, c'est ça qui nous forge. Puis justement, en parlant de ça, ça nous crée une identité. Puis je veux m'adresser à toi, Guerlaine. Nous, on a une question qu'on pose à nos invités, OK? Et on te la pose comme première invitée. Dis-nous, pour toi, c'est quoi, définis-nous, c'est quoi l'identité stylistique, selon toi? L'identité stylistique doit refléter la personne que tu es de façon interne. Donc, qu'est-ce que tu reflètes à l'extérieur doit refléter, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Ça doit refléter tes valeurs, ça doit refléter tes convictions, ça doit refléter où est-ce que tu es, dans quelle zone ou dans quel espace que tu te sens bien. Puis, le morceau de vêtement que tu choisis à la fin de la journée a très peu d'importance. Absolument. C'est très peu d'importance. Très peu d'importance. Le style varie d'une personne à l'autre. Mais l'identité stylistique, mon style que vous voyez, reflète qui je suis. Absolument. Mes valeurs, mes convictions. Absolument, absolument. J'aime ça parce que tu l'as dit, ton style reflète qui tu es à l'intérieur. À l'intérieur. Okay? Donc, je dis toujours que notre style crie la personne qu'on est. Absolument. Absolument. Oui, Puis, absolument. si je décide de me mettre en jogging, bon, ça arrive. Ben Ouais, oui, tu vois pas. Ça arrive. ben oui, c'est correct. Ben, c'est correct. arrive, oui. C'est correct. Ça doit refléter la même chose que je reflète oui. si je porte mes talons, je porte ma jupe, ma chemise aujourd'hui, parce que ça doit refléter qui je suis, ultimement. Donc, c'est au-delà du morceau de vêtement. Absolument. C'est qu'est-ce que ce morceau de vêtement-là fait ressentir les gens autour de nous. Écoute, Guerlaine, je voulais te remercier. Puis, écoute, ça a été vraiment un parcours de ton histoire qui a été touchant, qui nous a touchés. Et je suis sûre qu'il a touché aussi nos auditeurs et auditrices. Rachel, écoute, toujours des bons conseils. Écoute, on est bien entourés. Merci beaucoup, Rachel, de nous avoir donné tes conseils, mais surtout, merci d'être ma co-animatrice. Je suis tellement bien entourée, justement. Et je veux dire merci à nos chers auditeurs. Oui. Écoutez, ce que je vous invite à faire, là, c'est de prendre cette émission-là, OK? De partager sur les différents réseaux. Vous allez nous voir sur les différents réseaux. Vous allez voir que c'est bien inscrit dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous créer des débats, vous allez partager. Maintenant, vous allez savoir comment transiger avec les gens qui vivent ces mêmes genres de situations. Et on vous attend pour notre prochain épisode. On vous parle encore du dessous caché du monde de la mode, mais plus spécifiquement le style en dépit de toutes circonstances. Merci beaucoup. Et c'était Rachel Saint-Phar, votre coach stylistique pour Réforme stylistique.